Aujourd'hui, je vais parler de la solution de Parisi du modèle Sherrington-Kirkpatrick dont j'ai commencé à parler la semaine dernière. Et j'ai réécrit une formule en fait, dont on se servira plutôt vers la fin, qui consiste à dire, la méthode de Parisi, elle repose sur l'idée des répliques, et l'idée des répliques, on essaye de moyenner la fonction de partition à la puissance n, et quand n est entier, bien, on peut montrer, c'est ce que j'ai essayé de faire la semaine dernière, que le log du moment d'ordre n est donné par le maximum d'une fonction comme ça. Peu importe, finalement, vous verrez que pour les conséquences de la théorie de Parisi, l'expression précise de cette fonction des QAB n'a pas beaucoup d'importance. La chose à retenir, c'est que log de Zn, c'est de la forme que log de Zn, c'est de la forme divisé par grand N, pour n très grand, ça va être le maximum sur une matrice QAB d'une certaine fonction, mettons G des QAB. Et les QAB, il y a un nombre pour chaque paire compris entre A et N. Donc A est compris entre 1 inférieur à B, inférieur ou égal à N. Voilà. Donc en fait, les problèmes de verre de spin, et comme je le dirai peut-être un peu plus tard, c'est que beaucoup de problèmes de verre de spin se formulent sous cette forme. Après, vous prenez le modèle de Sherrington-Kirkpatrick qui a un certain G, et vous prenez un autre modèle, vous allez avoir un autre G. Mais la solution de Parisi va être finalement avoir des conséquences qui vont être les mêmes dans tous les cas. Donc je vous rappelle brièvement ce que j'avais essayé de dire la dernière fois, c'est que à la fin de ce calcul, quand on veut utiliser les méthodes des répliques, on veut prendre ce nombre n tend vers 0. Donc on l'a pour n entier, et on voudrait donner un sens à cette expression quand n tend vers 0. Et donc ce que j'avais essayé d'expliquer la dernière fois, c'est qu'il y avait la solution de SK qui consiste à dire, on va prendre cette formule et on prend tous les QAB qui sont égaux à Q, tous une même valeur, et à ce moment-là, quand on arrive à faire le calcul, j'avais essayé de montrer les formules la dernière fois, quand vous supposez ça, eh bien, d'une certaine manière, vous avez une expression de log de Zn du moment où le petit n est entier, mais où il apparaît comme un paramètre continu, et vous prenez la limite n tend vers 0, et ça vous donne une expression. Et ça, c'est la solution que Sherrington et Kirkpatrick ont développée en 1975, et ce que je vous avais dit, qu'on peut voir à partir des formules que j'avais écrites la dernière fois, c'est que cette solution, elle a plusieurs problèmes. Si vous prenez la température qui devient très basse, donc bêta tend vers l'infini, eh bien, on trouve une entropie négative qu'on peut calculer. Je n'ai pas recopié la formule cette fois-ci, mais j'avais donné la formule. Je crois que c'était quelque chose comme 1 sur 2pi. Bon. Pour tout bêta plus grand que 1, bêta j plus grand que 1, on trouve que, quand on a cette expression, on trouve que log de Zn peut s'écrire sur grand N, peut s'écrire sous la forme log de Z plus N2 sur 2 log de Z au carré, enfin c'est la variance, disons, log de Z moyen au carré, plus, etc. Ça, c'est pour n petit. Et donc, puisqu'on a une formule valable pour tout n, on peut se demander ce qu'on trouve pour la variance. Et à toute température, dans la phase basse température du modèle de Sherrington-Kirkpatrick, on trouve cette variance négative. Donc, à nouveau, on se dit que la solution n'est pas la bonne. Ça, c'est des calculs en champ nul. Et la chose aussi que j'avais mentionné la dernière fois, c'est qu'il y a la question de la stabilité. Donc, dès que les gens se sont rendus compte que la solution ne pouvait pas être la bonne, il y a eu l'idée de dire « Ah, on va regarder une petite perturbation de cette matrice, on va essayer de regarder la forme quadratique
des epsilon AB, et il a été trouvé par De Almeida Saules en 1978 que la forme quadratique avait une valeur propre qui changeait de signe quand on se plaçait dans le plan température-champ magnétique. Il y avait une ligne qui s'appelle la ligne de De Almeida Saules. Alors, bon, c'est une matrice n de taille n-1 sur 2 par n-1 sur 2, donc on se demande un peu ce que ça veut dire de trouver ces valeurs propres, mais en réalité, si on calcule les valeurs propres pour tout n entier, on se rend compte qu'en fait, il y a 3 valeurs propres différentes qui ont des dégénérescences qui dépendent de n, et comme il y en a 3, ben on regarde le signe de chacune, et on se rend compte que quand on franchit cette ligne, il y a une des valeurs propres qui change de signe. Donc tout ça, ça faisait que la solution de Sherrington-Kirkpatrick n'était pas acceptable. Donc là-dessus est arrivé à la fin des années 70, enfin 79, début 80, l'idée que ce choix n'était pas le bon, et donc il y a cette solution qui a été proposée par Parisi, qui a été un peu anticipée aussi par Blandin dans les années en 78-79, qui consiste à dire maintenant, non, on va prendre une matrice qui a une structure plus compliquée, et la matrice de Parisi, je vais l'écrire, elle a cette forme. QAB, c'est une matrice donc, de taille n par n. Donc ici, il y a une taille n. Et puis, elle est constituée de blocs avec des blocs à l'intérieur des blocs. Et donc, l'idée de Parisi, enfin, la matrice qu'il a proposée, c'est une matrice qui a des valeurs Q0 dans toutes ces régions. À l'intérieur du petit carré, là, il y a une valeur Q1. Et puis à l'intérieur des carrés, il y a encore des carrés où il y a une valeur Q2. Donc il y a une structure comme ça hiérarchique. Et cette matrice est paramétrée donc, par les nombres Q0, Q1, Q2, et par la taille de ces blocs. Donc il y a un bloc ici qui a une taille M1, et un bloc qui a une taille M2, et ainsi de suite. En fait, bon, je vais pas d'abord, on ne pourrait pas le dessiner avec trop de niveaux, mais en fait, il y a encore cette idée qu'à l'intérieur des blocs de taille M2, il y aurait encore des carrés de taille M3, et ainsi de suite. Voilà. Et a priori, bon, pour que ça ait un sens, il faut que la taille, normalement, des matrices soit plus grande que la taille de la matrice soit plus grande que la taille des blocs, plus grande que la taille des sous-blocs, et ainsi de suite. Alors j'essaye d'être cohérent, plus grand que MK, plus grand que 1. Et Parisi choisit une des matrices particulières, donc ça c'est juste un choix particulier qu'il a fait, et en disant que Q0, les paramètres Q0 sont rangés dans cet ordre Q1, Q2, etc. QK inférieur ou égal à 1. Donc voilà, il y a cette matrice avec ces nombres. Et maintenant, le jeu, ça va être de rentrer ces paramètres M1, M2, MK, Q0, etc., QK, puisque K, ça veut dire que j'ai fait cette opération K fois, donc le nombre d'étapes pour construire cette matrice est lui-même un paramètre. Ce qu'a réussi à faire Parisi, on va voir un peu comment, plutôt vers la fin du cours, pour ne pas rentrer dans des aspects un peu trop techniques, bien que ça ne sera pas technique malgré tout, c'est de dire, voilà, je prends ma matrice avec tous ces paramètres, je mets ça là-dedans, et puis j'essaye de faire n tend vers 0, et je vois ce que ça donne. Et ça a donné la solution du modèle de Sherrington-Kirkpatrick qui a été démontré. Alors, bien sûr, mathématiquement, d'avoir des matrices qui ont une taille n par n et puis prendre la limite n tend vers 0 n'a pas de sens, mais bon, on peut faire des calculs avec, ça donne quelque chose, et après, ce quelque chose a été démontré par la suite. Alors, peut-être une première chose, enfin, il y a deux aspects un peu bizarres dans cette histoire. Le premier, c'est que quand on va faire n tend vers 0, vous voyez que l'inégalité qui est là,
où la taille des blocs qui sont rangés, non seulement il faudrait qu'ils soient rangés, mais qu'ils soient les uns diviseurs des autres pour que ça ait vraiment un sens, quand n tend vers 0, on renverse les inégalités. Donc on va avoir 0, même dès que n sera plus petit que 1, inférieur à M1, inférieur à M2, etc., inférieur à MK, inférieur à 1. Toujours avec les Q rangés dans le bon ordre, donc il y aura Q0, inférieur à Q1, etc., inférieur à Q4. Donc ça, c'est la première chose, si vous voulez, bizarre. Et la deuxième chose bizarre, mais qu'on a déjà rencontrée dans le cas de la solution de Sherrington-Kirkpatrick, c'est qu'on va prendre un minimum au lieu du maximum qui est là. Donc voilà, ça c'est la prescription. Alors on peut dire, tout ça est très bizarre, d'ailleurs beaucoup de gens l'ont pensé et l'ont même dit, mais on arrive à faire des calculs, on arrive à un certain résultat. Alors, juste avant de... Enfin, ce que je vais faire, c'est essayer de vous montrer les conséquences de ça, c'est-à-dire quelle est la signification de tous ces nombres bizarres qui apparaissent, qu'est-ce que ça prédit sur les propriétés d'un de ces modèles, donc des prédictions fermes qui ont été, dont la plupart ont été validées mathématiquement. Donc, mais avant de faire ça, je veux juste vous dire qu'il y a d'autres modèles pour lesquels ça va être essentiellement la même chose, sauf que la fonction G sera différente. Et donc c'est pour ça que cette méthode de Parisis, elle n'est pas limitée au modèle de Sherrington-Kirkpatrick, mais elle est utilisée dans pas mal d'autres contextes. Donc, maintenant, là c'était la méthode des répliques, si vous voulez. Et deux autres modèles. Alors, il y en a beaucoup, je ne vais pas en donner trop d'exemples, mais il y en a un qui s'appelle le modèle à p-spin. Et le modèle à p-spin, vous vous souvenez que le modèle Sherrington-Kirkpatrick, c'était le modèle Sherrington-Kirkpatrick, il y avait une énergie d'une configuration qui était donnée par somme des JJ, SISJ, plus éventuellement un champ magnétique, I inférieur à J, avec des couplages gaussiens. Et on avait vu que pour que ça soit extensif, il fallait que les couplages soient d'ordre 1 sur racine de n. Alors, le modèle de p-spin, c'est essentiellement la même idée, sauf qu'au lieu d'avoir des sommes sur les paires, on met des sommes sur des produits de p-spin. Donc p-spin, c'est E de C est égal à moins somme de I1, I2, etc., IP, donc A de I1, I2, IP, SI1, SI2, SIP. Puis éventuellement, un H, somme de SI. Donc, essentiellement, au lieu d'avoir des produits de paires, ici, c'est un produit de P-spin. Et ici, il y a une interaction aléatoire. Et on peut refaire ce que j'ai fait la dernière fois à propos du modèle de Sherrington-Kirkpatrick, c'est-à-dire se demander quel choix il faut prendre pour ces couplages aléatoires de façon à ce que l'énergie libre soit extensive. Et la réponse, c'est qu'on peut les prendre gaussiens, IP, et puis ça va être, je ne mets pas les racines de pi devant, exponentielle moins AI1 IP au carré, et puis, pour que ça soit extensif, on met un n puissance p-1 ici, si je ne me trompe pas, et pour qu'il y ait des propriétés qui dépendent relativement simplement de p, on met un p factoriel là, mais c'est juste une espèce de normalisation. Donc ça, c'est le modèle à p-spin. Alors, il a un intérêt autre que le modèle Sherrington-Kirkpatrick est un cas particulier, c'est le cas p égale 2,
c'est que, bon, il y a un cas P égale 1, qui est trivial. Enfin, il est trivial sous un certain angle, parce que, bon, bien sûr, les spins n'interagissent plus entre eux. Donc, c'est trivial. Mais par ailleurs, il y a certaines questions qu'on se pose dans le modèle Sherrington-Kirkpatrick et qu'on peut aussi se poser dans ce problème trivial et qui n'ont pas forcément une réponse si simple que ça. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Et puis, il y a le cas P tend vers l'infini, qui est le REM, le modèle à énergie aléatoire, dont il a été question lors du deuxième cours. C'est-à-dire, ça correspond à un cas où les énergies E de C et E de C' de différentes configurations deviennent des variables aléatoires non corrélées. Alors pour le voir, c'est assez facile. Ça consiste à simplement essayer de calculer pour ce modèle à P-spin, ça consiste à calculer, prendre deux configurations qui ont un certain overlap. Donc je prends une configuration C, qui est la donnée de tous les spins, une configuration C' qui est une autre configuration des spins. Je définis l'overlap Q de C, Q de C', qui est 1 sur N, somme sur I. Donc ça me mesure, cet overlap me mesure d'une certaine manière la distance, ou plutôt la façon dont se ressemblent les deux configurations. Quand ça vaut 1, c'est que les configurations sont identiques. Quand ça vaut 0, elles sont donc très différentes. Bon, et un petit calcul facile avec des énergies qui sont, après tout, des sommes de variables aléatoires gaussiennes. Donc on peut calculer la façon dont une énergie et une autre sont corrélées. On trouve que la valeur moyenne sur le désordre de E de C, E de C' est égale à nj carré Q de C' puissance P. Donc, si vous moyennez sur le désordre, vous voyez qu'il y a cet overlap à la puissance P. Bon, c'est un calcul que je ne fais pas en détail, mais qui prend quelques lignes, qui est assez simple. Et vous voyez que quand P devient grand, dès que Q est différent de 1, ceci vaut 0. Donc ça montre qu'il n'y a essentiellement pas de corrélation. Bon, vous pouvez dire, et si Q vaut moins 1, mais enfin, bon, c'est vraiment un cas... Enfin, ça ne changera rien parce qu'il y a un nombre exponentiellement grand de configurations, donc ça ne change vraiment rien. Mais le point, c'est que quand P devient grand, les énergies deviennent non corrélées. Si elles sont non corrélées, on a déjà résolu le problème. Et juste à propos de ce modèle de P-spin, en fait, il a été étudié, moi j'avais introduit au début des années 80, et Gross et Mézard, en 84, ont utilisé la méthode de Parisi pour le modèle à P-spin. On fait un calcul, et quand P devenait grand, ils se sont rendus compte que, effectivement, le résultat se réduisait au modèle à énergie aléatoire. Bon. Alors, un autre cas qui est simple, que j'ai légèrement mentionné hier, pas hier, la dernière fois, pardon, c'est les modèles Graham. Et là, en fait, ça va être un cas où cette formule ici est très simple. Donc, alors, je vous rappelle de quoi il s'agit. Donc, c'est un modèle d'énergie hiérarchique, et on suppose qu'on a un certain nombre de configurations. Il y a alpha 1 puissance n branches au niveau le plus haut, et puis en dessous, il y a alpha 2, chacune de ces branches se bifurque, si vous voulez, en alpha 2 puissance n branches. Donc en tout, il y a alpha 1 fois alpha 2 puissance n configurations. Et maintenant, on veut que ces configurations soient aléatoires. Alors, la façon dont on s'y prend, c'est que sur chaque branche ici, on va mettre une certaine énergie E1, et puis sur chaque branche là, on va prendre une énergie E2. Et l'énergie d'une configuration sera E1, un nombre aléatoire gaussien,
plus E2, un autre nombre aléatoire gaussien. Et vous voyez que quand on fait ça, eh bien, les énergies de deux configurations en bas vont être corrélées puisqu'elles vont les deux partager la même valeur de E1 qui est là. Alors, quand donc, une façon de faire, par exemple, c'est de se dire, dans ce problème, alpha 1 et alpha 2, c'est des paramètres, je peux jouer avec, et cette énergie ici va avoir une certaine variance, et j'imagine que j'ai envie d'appeler l'overlap à ce niveau-là Q1, donc je vais dire, enfin, c'est une façon de définir le problème, de dire que la distribution de E1 a une variance qui dépend de ce Q1, je crois que c'est Q1 ici, et puis la distribution des E2 est-elle aussi gaussienne? Je ne remets pas les racines de 2π devant qui sont faciles à retrouver. E2 carré sur nj2, 1 moins Q1. Donc voilà, un problème. J'ai toutes ces branches, ces énergies qui sont aléatoires gaussiennes. Et quand je fais ça, eh bien, la fonction qui va apparaître là-bas, ça va dépendre, enfin, si je veux coller à la théorie de Parisi, eh bien, ça va correspondre à une fonction qui va avoir la forme suivante. Je l'écris ici, log de Zn sur grand N va être, donc je l'écris encore sous la forme du max, et après il faut peut-être prendre le maximum. Disons 2. Donc ça, c'est tant que n est entier. Après, il faut renverser les choses. Maximum sur M1, M2, de log de alpha 1 sur M1, plus bêta 2 J2, M1 Q1 sur 4, plus log de alpha 2 sur M2, plus bêta 2 J2 sur 4, M2 fois 1 moins Q1. Voilà. Bon, enfin, peu importe précisément comment on arrive à ça, c'est juste pour vous dire, voilà, je prends un modèle, en fait, c'est pas très compliqué d'arriver à ça, mais je prends un modèle et je me retrouve, si je mets la matrice de Parisi dedans, eh bien, je me retrouve avec une fonction où il y a le Q1, où il y a le M2, le M1, etc. Voilà. Et là, dans le cas précis, c'est beaucoup plus explicite que dans le cas de Sherrington-Kirkpatrick, mais dans le cas de Sherrington-Kirkpatrick, je montrerai plutôt vers la fin comment on peut écrire une formule où les M1 et les Q apparaissent. C'est un petit peu plus compliqué. Et donc, ces différents modèles, eh bien, on se retrouve avec une expression de log de Zn qui dépend de tous ces paramètres. Alors maintenant, quand on veut optimiser, et quand on essaye d'optimiser sur tous ces paramètres, eh bien, il y a d'abord à savoir quelle est la valeur de K qui va rendre ça optimum. Alors, si K égale 0, c'est la situation où la matrice, en fait, il n'y a pas ces sous-matrices du tout. Donc, c'est ce qu'on appelle la solution symétrie, réplica symétrique. En fait, donc, la solution, il n'y a pas de brisure de symétrie. Symétrie des répliques. Bon. C'est la solution de Sherrington-Kirkpatrick. En fait, on avait pris que tous les éléments de la matrice étaient les mêmes. C'est le cas K égale 0. Quand K égale 1, eh bien, c'est un pas de brisure. Et les modèles qui ont un pas de brisure, c'est-à-dire l'optimum, c'est pour K égale 1, bon, il y a le REM, et il y a le modèle AP spin. En fait, dans une certaine gamme de températures. Après, on peut construire des cas avec 2,
Bon, par exemple, c'est le grème. Aussi, le grème, pour certains choix des paramètres alpha que j'ai décrits, eh bien, ça peut être un cas avec un pas de brisure. Le cas K égale 2, ben, par exemple, le grème, enfin, je ne sais pas, il y a peut-être il y a sûrement d'autres exemples, peut-être que Erwin en connaît, je suis à peu près sûr qu'il en connaît. Et puis, K peut être aussi grand qu'on veut, et K infini, c'est ce que les gens appellent la brisure complète de symétrie des répliques. Donc, en anglais, c'est full RSB. Et donc, ça, c'est la solution de parisie du modèle Sherrington-Kirkpatrick. En fait, elle aboutissait au fait qu'il fallait prendre un nombre infini de boîtes dans les boîtes, etc. Bon, donc tout ça, ça a l'air assez magique. Et ce que je vais essayer de discuter maintenant, c'est, j'ai tous ces paramètres, qu'est-ce qu'ils me disent, quelles sont les prédictions de cette théorie sur la physique. Donc, on va faire comme si on arrivait à faire ce calcul, c'est-à-dire injecter ces paramètres dans cette fonction. Bon, on verra comment on peut le faire un peu plus tard, mais supposons qu'on a pu faire ça, qu'on a pris la limite n tend vers 0 avec tous ces paramètres, qu'est-ce que ça me dit sur la physique de ce qui se passe? Donc je vais parler de l'image physique. Ensuite, ce que je vais faire, c'est de vous montrer que l'image physique qui émerge de ça ressemble à des problèmes beaucoup plus simples, des problèmes de somme de variables aléatoires ou des problèmes de loi de Lévy ou des problèmes d'arbres aléatoires qui se construisent de manière très simple. Et puis, je terminerai par essayer de montrer comment on peut faire ces calculs. Donc, quelle est l'image physique qui en ressort ? Alors, l'image physique qu'on a toujours dans ces systèmes désordonnés, c'est celle d'un paysage aléatoire. Et donc, il est constitué de beaucoup de vallées. Donc, pour l'instant, je vais dire des choses un peu floues, parce que quand on a un paysage aléatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on définit précisément une vallée? C'est quelque chose qui n'est pas évident, parce que quand un système est fini, ben, il n'y aura jamais des barrières infinies entre vallées, et puis si le système est infini, ben, il faut quand même faire attention à la façon dont ça va être définir ces vallées. Mais enfin, imaginons que notre système a beaucoup de vallées, et imaginons à ce moment-là la fonction de partition, c'est-à-dire la somme sur toutes les configurations, je peux imaginer qu'elle va s'écrire sous la forme d'un Z alpha, où alpha serait, je somme sur toutes les configurations qui sont dans la vallée alpha. Donc ça paraît assez raisonnable. Et donc on dira que la vallée alpha a un poids, W alpha, qui serait Z alpha sur grand Z. Ça serait le poids de la vallée alpha. Bon, et maintenant, quand le système est bloqué et dans une certaine vallée, il est là-dedans, eh bien, je regarde un spin individuel et le spin numéro i, quand le système se trouve dans cette vallée alpha, il va avoir une certaine orientation, une certaine aimantation moyenne, parce qu'il va fluctuer à cause de la température, SI alpha. Et donc, si je somme sur toutes les configurations possibles, la valeur moyenne d'un spin va être somme sur toutes les vallées, la probabilité de se trouver dans cette vallée, le poids de la vallée en question, fois SI alpha. Donc c'est une image, encore une fois, c'est une image assez raisonnable, sauf que la définition précise des vallées n'est pas évidente. Mais on peut essayer de penser en ces termes, et une fois qu'on a défini l'aimantation d'un spin dans la vallée alpha, on peut se poser la question, si je vais dans une autre vallée,
combien le système change. Donc je peux essayer de définir un overlap entre une vallée alpha et une vallée alpha prime, simplement en disant, bien, je prends deux copies du système, et ça va être W de alpha, W de alpha prime, SI alpha, SI alpha prime. Donc ça va me dire quel est l'overlap entre deux vallées. Alors, encore une fois, pour l'instant, cette idée est assez vague, mais ce qui va émerger de cette théorie de Parisi, c'est déjà que les vallées forment une structure ultramétrique. Donc, la première chose, donc ce serait Z alpha sur Z, donc organisation ultramétrique ça, c'est une des premières conséquences, ultramétrique des vallées. Alors, souvent, on a en tête qu'il va y avoir beaucoup de vallées possibles. Mais bien qu'il y en ait beaucoup, l'image, au moins dans le cas des modèles comme Sherrington-Kirkpatrick, c'est qu'il y en a beaucoup, mais que dans cette somme, finalement, il y en a assez peu. Il y a quelques grosses vallées qui dominent, lequel qui dépend de la précision. C'est-à-dire, si je veux toutes les vallées dont le poids total est plus grand que 99% du poids total, bah, je vais peut-être avoir 5-6 vallées. Si je veux 99,999%, j'aurai peut-être 200 vallées. Donc il y aura quelques grandes vallées et puis une espèce de poussière de vallées, un peu comme... Enfin, l'image qu'on peut se faire, c'est que l'espace des phases, c'est un peu comme une craie. Si je faisais tomber cette craie par terre, ben, il y aurait plein de morceaux, mais essentiellement, il y aurait quelques gros morceaux qui vont représenter toute la masse initiale, et puis plus je veux avoir la masse totale, plus il va falloir que j'aille chercher des morceaux petits. Donc ça, c'est cette image. Donc les vallées sont organisées de manière ultramétrique, ce qui veut dire que ça veut dire que les vallées vont apparaître sous la forme d'un arbre. Donc imaginons une situation comme celle-là, où il y a 5 vallées, 4, 5, et puis maintenant, dans cette direction, je vais représenter les overlaps. Alors, une structure ultramétrique, ça veut dire que ces vallées vont être organisées, alors je vais dessiner un peu comme dans mes notes, comme ça, il y a les 5 qui est là, ici, et puis là. Voilà. Donc, elles sont organisées sous forme d'arbres, et ce qui veut dire que, en fait, les overlaps ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur. Ils vont prendre, dans le cas présent, des valeurs A, B, C, D. Hein. Donc, à chaque l'overlap est représenté verticalement, les vallées sont représentées horizontalement, et donc, si l'arbre ressemble à cette forme, l'arbre des vallées, encore une fois, il y en aura pas que 5, il y en aura beaucoup, mais les autres auront un poids plus faible. Eh bien, s'il y en avait que 5, bon, dans le cas présent, l'overlap entre la vallée 1 et 2, ça serait C. L'overlap entre la vallée 1 et 3, ça serait A, et ainsi de suite. Il suffit de regarder jusqu'où il faut monter pour trouver l'ancêtre commun dans cette formule. Et donc, dans ce graphe. Et donc, si c'est ça l'image, ça veut dire que la probabilité que deux vallées P de Q, c'est la probabilité que deux vallées aient un overlap Q, grand Q, va être donné par P de Q égale somme sur alpha, somme sur alpha prime, W alpha prime, delta de Q moins Q alpha prime. Et si vous prenez l'exemple que
j'ai donné ici, eh bien, ça vaudrait 6 dixièmes de delta de Q moins A. Enfin, je prends cet exemple en supposant, bon, c'est un cas où, par exemple, les 5 vallées auraient toutes le même poids. Et puis, il n'y en a pas d'autres. Bon, ben, ça serait 6 dixièmes. Pourquoi? Parce que pour avoir l'overlap A, je peux choisir 1 ou 2, et puis 3, 4 ou 5. Plus 2 dixièmes delta de Q moins B, plus, etc., bon, plus 1 dixième des deux autres. Donc ça veut dire que la distribution des overlaps, elle a cette forme, une somme de delta. P de Q, c'est une somme de delta. Donc, dans l'exemple précis, il y aurait un delta à A, un delta à B, un delta à C, un delta à D. Ça serait le P de Q. Et comme le système est aléatoire, si je change d'échantillon, mon paysage va changer. Et mon paysage, s'il change, ben, les SI alpha ils vont changer, les poids ils vont changer. Hein, et donc, le P de Q va changer. Donc le P de Q qui est là, il dépend du désordre. Hein, c'est la réalisation du désordre. Hein. Dans le modèle de Sherrington-Kirkpatrick, c'est les couplages JJ qui représentent le désordre figé. Le modèle à P spin, ça serait AI1, AI2, AIP. Donc, il dépend du désordre. Et donc, vous voyez que quand je manipule le Z puissance n, la seule chose que j'ai fait, c'est de faire des moyennes sur le désordre. Donc, on peut se demander, est-ce que ce P de Q qui dépend du désordre, est-ce que je peux calculer sa moyenne? Est-ce que je peux calculer d'autres propriétés moyennées sur le désordre? Et ça, c'est ce que la matrice de Parisi va nous donner comme information. Supposons que j'ai trouvé un choix des MI et des QI qui réalisent vraiment le maximum, ben la donnée de ces MI et des QI va me donner des informations sur ce paysage qui est là. Donc je vais les écrire. Encore une fois, pour l'instant, ce n'est pas une preuve. D'abord, ça ne sera pas du tout une preuve, puisque j'adopte ce point de vue des répliques, donc ce n'est pas une preuve mathématique, mais on verra tout à l'heure comment on peut faire ces calculs. Mais pour l'instant, je voudrais vous donner ce que prédit cette théorie de Parisi. Et cette théorie de Parisi, elle prédit que ces overlaps, donc, qui sont, bon, je vais peut-être le réécrire ici, P de Q égale somme des alpha, W alpha prime, et delta de grand Q moins Q alpha prime. Donc, elle me prédit la chose suivante, que si je connais tous ces paramètres, eh bien, la moyenne de P de Q va valoir somme sur I de delta de Q moins QI, les QI qui seront les optimaux, fois MI plus 1 moins MI. Donc ça, c'est une prédiction de la théorie de Parisi, et c'est une prédiction qui va être valable pour tous les modèles, pas forcément pour Sherrington-Kirkpatrick, pour tous les modèles. Si la théorie de Parisi résout ces modèles, c'est-à-dire que si, en injectant une matrice de ce type dans cette formule, eh bien, ça donne effectivement l'optimum, minimum, mais bon. Donc voilà une des propriétés qui va sortir de cette théorie de Parisi. De la même façon, alors une autre des conséquences, donc ça veut dire que le P de Q, il fluctue, mais on peut calculer sa moyenne. On peut aussi calculer la façon dont sa variance ou des choses comme ça, donc ça aussi, ça va être possible. Mais une autre propriété qui a beaucoup à voir avec l'ultramétricité et que je vais écrire, là aussi, j'espère que j'aurai le temps d'y arriver à la fin de ce cours, c'est de calculer des overlaps multiples. C'est-à-dire, au lieu de considérer
deux vallées, de se dire, prenons trois vallées, donc je peux dire P de Q1, Q2, Q3, alpha, alpha prime, alpha seconde, et puis il va y avoir delta de Q1 moins Q alpha alpha prime, delta de Q2 moins alpha alpha seconde. Donc je veux avoir trois vallées, delta de Q3 moins Q alpha prime alpha seconde, tout ça multiplié par le poids de la vallée alpha, le poids de la vallée alpha prime, le poids de la vallée alpha seconde. Hein, donc c'est la probabilité maintenant de prendre un triangle dans cet ensemble de vallées et de regarder comment les distances sont situées les unes par rapport aux autres. Alors encore une fois, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, cette quantité-là va fluctuer et Parisi, la théorie de Parisi va dire qu'est-ce que vaut la moyenne de cette chose. Alors bon, c'est une formule un tout petit peu plus compliquée, je vais l'écrire. En fait, quand on a l'habitude, on l'écrit assez rapidement, mais le point, c'est que la relation que je vais écrire, elle ne va pas dépendre précisément du modèle. Ça veut juste s'exprimer en fonction des MI et des QI. Et ce qui va dépendre explicitement du modèle, c'est quels sont les MI et les QI qu'il faut choisir. Mais puisque quand on rentrera cette forme dans cette fonction G, par exemple, ou ici, eh bien, il va falloir chercher l'optimum. Alors peut-être je vais l'écrire, cette moyenne, bon, c'est 1,5. Enfin, je vais en écrire un morceau, ou non, je vais l'écrire entièrement, delta de Q1 moins QI, delta de Q2 moins QI, delta de Q3 moins QI. Donc ça veut dire que là, c'est quelque chose où les trois overlaps sont rigoureusement égaux. Fois MI moins MI plus 1 fois MI moins MI plus 1 moins 1. Il y a ça, et puis il y a un terme où tous les overlaps ne sont pas égaux, delta de Q1 moins QI, delta de Q2 moins QJ, delta de Q3 moins QJ. Et puis il y a des facteurs M, je sais pas si je vais peut-être je vais les écrire malgré tout, oui, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a MI moins MI plus 1, MJ moins MJ plus 1. Et puis il y a deux autres termes de ce type, parce que vous voyez qu'il y a QJ apparaît deux fois, là, et QI apparaît une seule fois. Alors bon, est-ce que le QI qui apparaît une seule fois, il est avec Q1, il est avec Q2 ou il est avec Q3 ? Donc il y a trois termes. Et vous voyez que ce que ça me dit, c'est que si vous pensez en termes de triangle, eh bien, soit les distances, les overlaps sont tous égaux, premier terme, donc ça veut dire que si je prends trois vallées, il y a une chance assez importante que je trouve un triangle équilatéral, ou bien, ici, il y a deux overlaps qui sont égaux, QJ, QJ, ça veut dire qu'il y a aussi une chance que je vois des triangles isocèles. Mais je ne vois jamais des triangles qui ne sont ni isocèles, ni équilatéraux. Et ça a à voir avec cette structure. En fait, c'est à cause de ça que on observe cette structure ultramétrique. Mais si vous y pensez, cette structure ultramétrique, elle est simplement là-dedans, dans la matrice de Parisi. Il a déjà mis une structure ultramétrique là-dedans, mais on la retrouve dans le calcul. La chose étonnante, c'est que ces résultats ont un sens et que certains d'entre eux sont démontrés, peut-être tous. Je ne suis pas forcément la personne la plus experte sur ces démonstrations. Alors, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de vous dire d'abord, bon, voilà des quantités qu'on peut regarder, et il y a une quantité qui est un peu plus simple encore,
qu'on peut regarder, pour lesquels on va avoir des expressions très simples. Alors, la quantité un peu plus simple que l'on peut regarder, c'est la chose suivante. Donc, je redessine un arbre comme ça. Voilà. Il y avait des valeurs de QI possibles. Bon. Et puis maintenant, imaginons que je coupe cet arbre à une certaine hauteur Q. Alors, bon, au départ, j'ai mes vallées qui ont des poids W alpha, mais si je coupe mon arbre à une hauteur Q, je vais avoir des branches qui vont avoir des poids V gamma. Les poids V gamma, c'est juste les poids de toutes ces vallées qui sont dans la branche gamma. D'accord ? Donc je me donne une valeur de Q, je coupe mon arbre, et maintenant j'ai les poids de ces branches. Et la quantité qui est plus simple, c'est la chose suivante, c'est de dire Y de Q, donc bon, la définition précise, c'est la chose suivante, c'est somme sur alpha et alpha prime, le poids des vallées alpha prime, et ici je vais mettre un θ de Q, de Q alpha alpha prime moins grand Q. De la même façon, je peux m'intéresser à la façon dont les poids des différentes branches sont et ça serait simplement somme sur gamma de V gamma carré. Je peux m'intéresser au poids somme des V gamma puissance K. Ça me fait plaisir. Enfin bon, je ne sais pas, peut-être P, je vais mettre P, pour ne pas confondre avec le K de truc de Paris. Donc voilà des quantités, c'est simplement le poids des branches. Et manifestement, c'est comme tout à l'heure, les Y2, les YP, ils vont dépendre du désordre. Et en plus, si je prends une certaine hauteur Q dans cet arbre, ou si je prends une autre hauteur Q dans cet arbre, eh bien, je vais trouver des choses différentes qui vont être corrélées entre elles, d'ailleurs. Bon, alors, vous utilisez la théorie de Parisi et vous trouvez la chose suivante, c'est que donc supposons que vous avez trouvé une collection de M et de Q qui réalise l'optimum, eh bien, vous allez trouver que si Q est compris entre QI et QI plus 1, Y2 moyen vaut 1 moins MI. YK moyen va valoir 1 moins MI, 2 moins MI, etc. K moins 1 moins MI, divisé par K moins 1 factoriel. Donc, en fait, c'est plus simple que les autres expressions que j'ai écrites tout à l'heure, puisqu'il n'y a plus qu'un seul MI qui va intervenir, et c'est des formules assez explicites qu'on peut écrire sous la forme gamma, avec des fonctions gamma, gamma de K moins MI fois sur gamma de K, gamma de 1 moins MI. Bon, donc on a une formule générale. Après, on peut se poser des questions sur la façon dont le Y de Q serait corrélé au Y de Q'. Bon, alors, maintenant, donc ça c'est les formules auxquelles on arrive. Juste un mot, bien que derrière, c'est quelque chose d'assez profond. Non, peut-être avant de dire ça. Donc, ils fluctuent, les YK, ils fluctuent. On peut se poser la question de calculer la façon dont ils fluctuent, etc. Bon, tout ça, toutes les quantités qui peuvent m'intéresser de ce type, où je pondère les vallées avec leurs overlaps, toutes les quantités, je peux en prendre une paire de 3, 5, etc., toutes ces quantités vont s'exprimer toujours en termes de CMI, selon la théorie de Parisi. Et donc, si on trouve un exemple où ça ne marche pas, où ces formules ne sont pas valables, bon, ça sera un problème où la théorie de Parisi ne s'applique pas, par exemple. Bon, alors,
Alors, les formules que je viens de trouver, en fait, elles se retrouvent dans différents contextes, comme on va le voir. Mais il y a un contexte dans lequel donc, ça apparaît, c'est simplement quand on prend des sommes de variables aléatoires. Alors, on a déjà vu, il y a 2 séances, en fait, que, par exemple, dans le cadre du REM, les énergies qui contribuent dans la phase de basse température sont données par un processus de Poisson avec une distribution exponentielle. Alors, on peut se poser la question, simple, supposons que j'ai un processus de Poisson sur la droite, ρ, avec une certaine densité ρ de x, qui est la forme et puissance. Volontairement, je suppose que c'est une exponentielle, et volontairement, je l'appelle MI, le taux de croissance exponentielle. Bon, donc ça, on s'attend à ce que ça veut dire, le processus de Poisson. Vous vous souvenez, ça veut dire que si je découpe en toutes petites tranches mon axe, eh bien, de temps en temps, il y aura un point dans ce petit intervalle avec une probabilité ρ de x dx, ou bien ce sera vide avec la probabilité complémentaire 1 moins ρ de x dx. C'est ça le processus de Poisson, et enfin c'est une façon d'en parler, et les petits intervalles successifs sont non corrélés. Donc voilà, donc j'ai une distribution exponentielle, donc je vais me retrouver avec un certain nombre de points. Finalement, ils sont assez rares par là, et puis plus je vais vers la droite, plus ils sont nombreux, et plus voilà, il va y avoir un nombre exponentiel. Et maintenant, je m'intéresse à une somme qui est la somme des puissance moins xi, des points que j'aurais fabriqués, que j'aurais obtenus en utilisant ce processus de Poisson. Bon. Et maintenant, j'ai cette somme, et je vais dire que le poids d'un point, donc je vais avoir des points, peut-être je peux les numéroter avec un indice gamma, plutôt je vais l'appeler gamma parce qu'il y a des MI là-haut. Donc je vais avoir mes points, je pars de la gauche, et puis j'effectue cette somme. Bon, déjà, cette somme est finie parce que si j'ai pris des MI, le MI est plus petit que 1, en fait, cette somme converge. Et maintenant, je vais dire que le poids du point gamma, c'est juste et puissance moins x gamma sur la somme. Donc j'ai une somme, et puis maintenant, chaque point a un poids qui correspond à quelle est sa contribution à cette somme. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le cas présent, la somme, elle va être surtout dominée par ce qui est à gauche, et puis plus je m'éloigne, plus ça donne des contributions faibles, et à la fin, ça ne compte plus. Et donc, voilà ces poids. Maintenant, je peux me poser la même question que je posais tout à l'heure, Y2, qui est la somme des V gamma au carré, YK, qui est la somme des V gamma puissance K. Et, alors, bien sûr, ces nombres fluctuent, puisqu'ils vont dépendre du tirage. Je fais un autre tirage, j'ai les points qui vont arriver à un autre endroit. Eh bien, si je calcule la moyenne, je vais trouver 1 moins mi, etc. Et puis là, je vais trouver, c'est un calcul relativement élémentaire que j'ai un peu esquissé il y a 2 séances, gamma de k moins mi divisé par gamma de k et gamma de 1 moins mi. Donc le message, c'est qu'on retrouve exactement la même chose. Et on pourrait se poser des questions de savoir comment le gamma de 2, le Y2 et les YK, ils fluctuaient. Quand je moyenne, ça me donne ce résultat. Mais je pourrais m'intéresser
pardon, quand je moyenne, ça me donne ce résultat, mais je pourrais m'intéresser à la façon dont le Y2 non moyenné est corrélé au YK, etc. Bon, enfin, on peut faire toutes sortes de statistiques, et les résultats sont assez simples, mais ce qui est frappant, c'est que c'est exactement la même chose que dans le modèle de Sherrington-Kirkpatrick, dans le cadre de la solution de Parisi. Alors, un aspect que je mentionne rapidement, c'est que j'ai pris mon arbre, ici, et j'ai dit, je le coupe à une certaine hauteur Q. Bon, mais le même arbre, je peux le regarder à une autre hauteur Q'. Bon, et plus je descends, plus je vais avoir 2 points, puisque chaque branche, elle s'est séparée en différentes branches. Donc si je descends, je vais avoir plus de points, et quand j'ai un overlap Q', bien, je vais avoir à nouveau des points qui vont être distribués avec une densité mj, parce que je serai plus bas dans cet arbre. Et maintenant, chaque point à l'étape plus basse va être le descendant d'un point au-dessus. Donc, je vais avoir des choses comme ça. Donc, ce qui se passe avec un certain overlap va être corrélé à ce qui se passe à un overlap plus grand, ou ce qu'on peut dire, c'est que les points, le processus de Poisson que j'avais ici, il va être décoré par ce qui se passe à l'étape en dessous. Et si j'ai 2 étages, il y a ça, et si j'ai plusieurs étages, il va y avoir un processus de Poisson au niveau le plus élevé, décoré au niveau un peu plus bas, décoré au niveau plus bas, et ainsi de suite. Donc, il y a une structure. Et cette structure, bon, c'est juste avec des mots de physiciens. Quand on veut lui donner un sens mathématique, c'est ce que les gens appellent les cascades de Ruel. Donc, ça devient... Q devient une variable continue. Donc, en fait, tout ça, ça devient un peu abstrait pour des gens comme moi. Mais c'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Alors... une autre façon de penser à ces Y, c'est juste de faire un changement de variable. C'est-à-dire, je viens de vous dire... je viens de vous dire que quand je suis à une certaine hauteur, les poids, donc en fait, les poids, c'est des exponentielles de x gamma, si vous voulez. Bon, ces poids sont générés par un processus de Poisson, mais si au lieu d'appeler, si au lieu de penser aux x gamma comme étant fabriqués par un processus de Poisson, je voulais simplement la distribution des v gamma, bon, bah, c'est juste un changement de variable, de passer du x au v, donc passer à l'exponentielle, et là, on tomberait sur une somme de variables, le S, la somme serait une somme de variables aléatoires du type somme de Lévy, c'est-à-dire avec une décroissance en loi de puissance. Et ça redonne exactement ces formules. Bon, donc ça, c'est quand on coupe cet arbre à une certaine hauteur. Maintenant, on peut se dire, est-ce qu'il y a d'autres systèmes pour lesquels on observe la même chose ou des choses qui ressemblent? Alors, ça, je vais essayer de l'expliquer. C'est des arbres aléatoires. Donc, on s'attend à ce que la théorie de Parisi permette d'avoir les statistiques de cet arbre qui est fabriqué à partir des vallées. Encore une fois, à ce stade, les vallées ne sont pas tellement bien définies. Mais quand on va arriver au stade des calculs, on verra que... donc ça, c'est 5, normalement. Arbre aléatoire. Quand on arrivera au stade des calculs, on verra que toutes ces quantités, on peut les calculer dans le cadre de cette théorie de Parisi. Enfin, ce sera un calcul précis. Arbre aléatoire. Alors, les arbres aléatoires, il
il y a beaucoup de définitions, de cas, d'exemples d'arbres aléatoires. En particulier, quand on s'intéresse à une généalogie, on a un arbre aléatoire, enfin, dans une reproduction asexuée. En général, bon, ben, vous avez une cellule, et puis elle s'est divisée à un certain moment en 2 cellules, et puis après, chacune s'est divisée à un certain moment, etc. Et vous avez un certain arbre aléatoire, et vous pouvez vous poser des questions très semblables à celles qu'on vient de se poser, c'est-à-dire je regarde cet arbre à un certain moment, et je regarde les poids des branches. Les poids des branches, c'est par exemple le nombre de descendants je coupe, et puis il y a des branches qui seront plus importantes, plus fournies que d'autres. Bon, alors maintenant, est-ce qu'il y a des modèles simples pour fabriquer des arbres aléatoires? Et il y en a un certain nombre. En particulier, il y a des arbres qui s'appellent l'arbre de Kingman. Et il va y en avoir un autre dont je vais parler dans une seconde, qui consiste à imaginer, non pas que ça s'est séparé comme ça, mais plutôt que vous partez d'un certain nombre de points et que ces points, de temps en temps, ont une certaine probabilité de coalescer. Donc, on peut imaginer, par exemple, quelque chose comme ça. Au départ, je pars avec 5 points, et puis maintenant, quand j'ai un ensemble de k points, ils ont une probabilité RK dt de coalescer en un seul point. Donc ça veut dire j'ai mes k points, bon, par exemple k égale 3, et ça c'est à l'instant t, et à l'instant t plus dt, ils ont une certaine probabilité proportionnelle à dt d'être devenu, que les 3 branches se soient réunies. Bon, alors voilà, je pars avec un certain nombre de points, et puis évidemment, comme ça, si je génère un échantillon, je fais une réalisation de ce phénomène, je vais trouver un certain arbre aléatoire. Si je recommence, l'arbre va être différent, les moments, qui va coalescer avec qui va être différent. Alors, Kingman, donc un arbre, ces arbres qui sont basés sur la coalescence, ces arbres, ils sont caractérisés, enfin, les paramètres qui vont les définir, c'est ces taux de coalescence, c'est RK. Alors, le modèle de Kingman, qui est un des problèmes les plus connus quand on s'intéresse aux généalogies dans les problèmes de neutres, il correspond à avoir R2 égale 1, ou une constante, et puis tous les RK égaux à 0, pour K plus grand que 2. Donc ça veut dire qu'il n'y a que des branchements de 2. Bon, et alors, je vous donne ça, et vous pouvez passer une demi-heure à essayer de calculer les Y à l'instant T, comment ils sont corrélés. Enfin, vous pouvez essayer de tout calculer. Alors, bien évidemment, si je change les R, ça va me changer la statistique de mes arbres. Et alors, il y a un cas qui est R égale 1, R égale 3 égale 1 demi, etc. RK égale 1 sur K-1, et ainsi de suite. Donc, où maintenant, vous autorisez des coalescences multiples. Bon, ben, ça crée des arbres. Alors, ces arbres, ils s'appellent, les gens les appellent les arbres de Bolthausen-Sneedman. Ces arbres, si vous faites les calculs avec, donc je vous donne le résultat, mais c'est des calculs assez élémentaires. Enfin, je peux indiquer assez rapidement comment ces calculs se font, mais si vous calculez ces arbres et vous dites, regardons le poids à l'instant t des branches, ben vous allez trouver Y2. Donc, Y2, c'est comme tout à l'heure, la somme des poids des branches. Le poids des branches, c'est juste le nombre de descendants d'une branche. Eh bien, vous allez trouver, quand vous moyennez sur tous les arbres, vous allez trouver 1 moins e puissance moins t. Si vous faites Y3, donc en mettant un 3 ici, ça va être 1 moins e puissance moins t, 1 moins e puissance moins 2t sur 2, et ainsi de suite. Vous pouvez calculer les YK, vous pouvez remplir des pages de formules avec tous les Y et toutes leurs corrélations, et vous tombez exactement sur ce que prédit la théorie de Parisi pour les vers de spin. Donc c'est un modèle beaucoup plus simple, mais les arbres vont être exactement les mêmes.
Bon. Alors, maintenant, ce que je vais faire dans la dernière partie de ce cours, c'est essayer de revenir à ce problème-là. Je ne sais pas si c'est très visible, c'est ce que j'avais écrit la dernière fois, où il y avait un certain G de Q, AB, qui est là-dedans. En fait, le G, c'est juste moins Q, AB. Et maintenant, je voudrais faire des calculs en mettant dedans la forme proposée par Parisi et voir. Donc ça veut dire que ce que je veux faire, c'est partir de cette formule et arriver à quelque chose où il y a tous les M et les Q dedans. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, après, l'étape suivante, ça serait de trouver l'optimum sur tous les Q. Mais déjà, comment une matrice de ce type, avec un N qui sera plus entier, va pouvoir rentrer dans cette formule? Alors, donc ça, j'appelle ça comment faire les calculs. Donc, dans le cadre de cette théorie de Parisi. Bon. Alors, je vais essayer de décrire deux cas qu'on peut considérer. Le premier cas, c'est en supposant que les QAB sont petits. Bon, alors, si les QAB sont petits, ben, en fait, bon, il y a cette expression ici, la somme des... je suis désolé, je crois que j'ai oublié de mettre la somme. Ici, j'ai oublié de mettre la somme pour cette partie-là des A plus petits que B. Bon, enfin, là, il va y avoir le terme quadratique, on va voir qu'on peut l'attraper facilement. Et puis, le truc embêtant, c'est ce phi qui est là, qui est un peu embêtant. Alors, si les QAB sont petits, en fait, vous remplacez là-dedans, vous pouvez utiliser la méthode qui vous plaît, mais ce n'est pas très compliqué. Je fais h égale 0. Donc, je développe l'exponentielle, et puis je somme sur tous les spins possibles. Bon. Alors, si vous faites ça, vous trouvez que le puissance phi, il vaut 2 puissance n, facteur de 1 plus 1 demi somme sur AB de Q AB au carré, plus somme sur A plus petit que B plus petit que C de QAB, QAC, QBC, plus d'ordre Q4. Hein. Donc, si vous voulez écrire le terme Q4, vous pouvez, Q5, tout ce que vous voulez, sauf que moi, je n'ai pas la patience de le faire, et en plus, ça va rendre les choses compliquées. Mais l'idée va être la même. Alors maintenant, bon, vous voyez, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai à avoir une somme des carrés, ici, avec la matrice de Parisi. J'ai des sommes triples, comme ça, puis après j'aurai des sommes quadruples avec toutes sortes de choses. Et là, la somme sur les carrés, je l'avais aussi, donc si j'arrive à me débrouiller avec ça, ben, la somme sur les carrés qui est là-bas, je l'aurai en même temps. Bon, alors, qu'est-ce que je fais avec la matrice de Parisi? Je voudrais la somme sur les carrés, mais ma matrice, imaginons qu'elle ait une taille n entier, avec des M1, M2, etc. Donc c'est purement un calcul de combien il y a d'éléments dans cette matrice, combien il y a d'éléments qui valent une certaine valeur Q0 ou Q1 ou Q2. Donc le résultat, il est là, somme sur A différent de B. Bon, des fois, il y a A plus petit que B, des fois c'est différent, donc il y a des facteurs 1,5 bon, qui ne sont pas très, très mystérieux, de QAB puissance P, disons, ça vaut N somme des QI puissance P, MI moins MI plus 1. Voilà. Donc, sous cette forme, bon, ben, j'ai une expression pour ça avec les QI. Si je veux somme sur A différent de B, enfin, mettons A, B
c'est tous différents. Je note ça comme ça, les trois indices, les Q, AB, QAC, AB et C sont tous différents. Ça donne la chose suivante, de QAB, QAC, QBC, ça vaut QI au cube, pardon, ça vaut N, somme sur I, donc les I qui sont ces Q qui sont là dans la matrice de Parisi, QI, 0 à K, de QI cube, MI moins MI plus 1, MI moins 2MI plus 1, plus somme sur J inférieur à I de QJ au carré, QI, facteur de MI moins MI plus 1, MJ moins MJ plus 1. Donc c'est juste un calcul qui est fait en disant N est entier, tous les nombres qui apparaissent là-dedans, M1, M2, tout ça, tout le monde est entier, et j'ai juste à compter. Et après, il y en a qui sont malins et qui arrivent à faire ce compte facilement, et il y en a d'autres, ils vont se prendre la tête, mais en gros, ça se fait, c'est normal. Et donc, vous voyez que sous cette forme, N apparaît comme un paramètre continu, et puis après, si j'ai envie de dire que les M sont des entiers, pas des entiers, qui sont croissants, qui sont décroissants, j'ai une formule. Alors, je vous fais remarquer, par exemple, que tout à l'heure, je vous ai dit au début du cours que quand n tend vers 0, les MI, quand n était entier, la suite des MI était décroissante, et quand m tend vers 0, je vous ai dit, Parisi, il inverse les inégalités. Donc les MI, ils croissent. C'est embêtant. Enfin, ça a l'air d'être embêtant, parce que si je prends la somme des carrés, vous voyez que j'ai un truc négatif. Bon, ça ne fait rien. On fait le calcul, on ne se pose plus de questions, et on fait le calcul avec une somme des carrés qui serait négative. Bon. Alors, la deuxième façon de faire les calculs, donc comme ça, si vous voulez, je pourrais développer ma fonction phi à l'ordre que je veux. En fait, d'ailleurs, un des articles de Parisi, il fait ça quand on est près de la transition, que les Q sont petits, et il fait ça. L'autre façon, elle ne va pas considérer que les Q sont petits, elle va considérer que K est fixé. Le nombre K qui est là est fixé. Et en fait, plutôt que de dire que K est fixé, ce que je vais faire, c'est une récurrence sur K. Alors, le cas où K égale 0, ça veut dire que tous les éléments de la matrice valent Q0. C'est le cas réplique asymétrique qu'on a déjà vu. Donc, c'est la solution SK, où on avait effectivement calculé cette fonction phi quand tous les Q sont égaux. Alors, je vous rappelle, quand tous les Q sont égaux, en fait, là, c'est comme un problème, tant que n est fini, c'est comme un problème de ferromagnétisme où tous les couplages sont égaux. Bon. Alors maintenant, supposons que je m'intéresse à K plus grand que 0, donc le cas, et ce que je vais essayer de le faire, c'est de le relier au cas où il y a un pas de moins. C'est-à-dire, j'imagine que j'ai ma grande matrice. Supposons que si ma matrice, elle était M1 par M1, si j'avais juste ce bloc, supposons que je sache faire le calcul, alors qu'est-ce que le calcul va devenir à l'étape d'après? Alors, il y a une façon il y a un cas qui est évident. Supposons que Q0 vaille 0. Donc vous voyez, Q0, ça apparaît comme un couplage entre les spins, les répliques qui sont pas dans le même sous-bloc. Donc supposons que Q0 vaille 0, je vais avoir que chaque bloc va être indépendant de l'autre bloc, donc ça va être facile. Maintenant, supposons que Q0 est non nul, il va y avoir une valeur de Q0 qui va coupler toutes les paires de spins possibles. Et vous vous souvenez qu'il y a toujours ce truc, c'est que quand j'ai un couplage qui est
le même pour tous les spins possibles, alors en utilisant une intégrale gaussienne, on arrive à se débarrasser du carré et à avoir quelque chose de linéaire qui découple les spins. Tout ça pour dire que on peut écrire une formule explicite que je vais écrire, et on va un peu voir ce que je viens de dire, que supposons que psi, c'est e puissance, donc psi avec k, donc imaginons que j'ai un système avec k répliques comme ça, imaginons que j'ai les M1, les Q1, les Q0, etc. Et imaginons que je sache le calculer, donc ça serait... Donc ce que je viens de dire, c'est quand même la seule chose qui m'embête, c'est de calculer ce phi. L'autre, on a réglé son sort tout à l'heure en se sommant les carrés. Donc ça va être le puissance phi n des QAB. Et maintenant, on va avoir une formule. Alors, bon, je vais, juste pour des questions de notation, j'appelle M0 égale n, etc. Mk plus 1 égale 1. Donc, je rajoutais M0 ici et Mk plus 1 là. Et maintenant, ce que je dis, c'est que le psi k, alors je vais l'écrire un peu en gros, psi k, il va dépendre évidemment de k, et puis de Q0, Q1, QK, M0, M1, MK, MK plus 1 qui vaut 1. Donc c'est ça que je voudrais trouver. Et alors, il y a une formule, et cette formule, en fait, elle réapparaît, par exemple, dans les travaux de Guerra, sous une forme rigoureuse, c'est-à-dire sans faire des limites n tend vers 0, elle apparaît dans certaines bornes. Bon, c'est donné par une intégrale gaussienne, donc je mets 1 sur racine de 2pi, et puissance moins z2 sur 2. Bon, il y a un petit facteur ici, moins q0, bêta 2, j2 sur 2m0. Et puis derrière, il y a psi k-1, donc il y aura un peu moins de... Il y aura un de moins là-dedans, de Q1. Bon, je vais commenter ça. Q1 moins Q0, QK moins Q0. Bon, j'ai oublié de rajouter ici que ce qui m'importe aussi, c'est d'avoir un certain champ magnétique. QK moins Q0. Et puis ici maintenant, au lieu que ça commence à M0, ça commence à M1. Donc M1, M2, MK plus 1. Et maintenant, le champ vaut H plus bêta J, racine de Q0 fois Z. Et le tout à la puissance M0 sur M. Voilà. Donc j'écris cette formule et je vais essayer de commenter d'où elle sort et comment la comprendre. Alors, comme je disais, supposons déjà le cas simple, Q0 vaut 0. Bon, ben Q0 vaut 0, l'intégrale sur Z, elle se fait facilement, puisqu'il n'y a plus que Z n'est présent de nulle part. Donc, en fait, j'ai la puissance M0 sur M1 de quelque chose. Bon, ben, ce n'est pas étonnant. Si Q0 vaut 0, chacun des blocs ignore complètement le bloc, les autres blocs. Hein, les spins d'un bloc sont pas... Enfin, quand une réplique est dans un bloc, elle n'est pas couplée aux autres blocs. Donc j'ai simplement, ici, j'ai le nombre de blocs qui apparaît. Et maintenant, l'apparition de ce terme-là, ben, c'est toujours le même truc qu'on a vu quand on a regardé le cas ferromagnétique, quand on a vu la solution symétrique des répliques de Parisi, c'était toujours de dire, eh bien, on a un carré, on fait apparaître un carré, il va y avoir, je vais avoir Q0 ici, somme sur toutes les paires possibles, qu'ils soient dans le même bloc ou pas dans le même bloc. Ce qui me restera, c'est que ceux qui sont dans le même bloc, eh bien, les Q1 ils vont être réduits de Q0, de Q2 de Q0, c'est ce qui se passe ici.
Et puis le nombre de blocs, c'est M0 sur M1. Et j'ai rajouté il y a ce champ aléatoire qui a permis ou cette intégrale gaussienne qui a permis de casser en morceaux les couplages, enfin de débarrasser des couplages entre les blocs. Donc il y a cette récurrence. Donc le cas k égale 0, il se calcule. Le cas k égale 1 peut se faire calculer, ainsi de suite. Et donc si j'ai un optimum qui a un k fini, ce qui se passe par exemple pour le modèle AP-spin, où k égale 1 suffit, j'ai une formule qui me permet de calculer explicitement le puissance phi. Dans le cas de Parisi, en fait, k devient très grand, et donc cette récurrence prend la forme d'une équation différentielle que je n'écris pas ici. Alors ça, c'est, si vous voulez, une étape du calcul de Parisi, dans la mesure où, à ce stade, j'ai donné une expression en fonction de tous ces paramètres. Et après, une étape supplémentaire qu'il faudrait faire, qui n'est pas forcément simple, qui est de dire, comment j'optimise après sur tous ces paramètres, Q0, Q1, qui est compliqué. Malgré tout, il se passe ici, et ça c'est un des travaux mathématiques finalement très importants quand il s'est agi de justifier ce que cette théorie prédit, c'est ces travaux de Guerra qui doivent dater de la fin des années 90, début des années 80. Donc, travaux de Guerra, qui, dans le cas du modèle de Sherrington-Kirkpatrick, a montré que si je fais ce remplacement, j'obtiens une formule avec les Q1, etc., et M0, je peux prendre n'importe quel choix des M1, des Q1, des QI, et c'est une borne. Donc déjà, il a montré que la théorie de Parisi, pour n'importe quel choix, donnait une borne supérieure de log z, du vrai log z. Et comme c'est une borne supérieure pour n'importe quel choix, la meilleure borne que vous pouvez obtenir, c'est en minimisant l'expression que vous avez là, vous la minimisez par rapport à ces paramètres. Ce sera toujours une borne supérieure. Donc ça, c'est les travaux de Guerra. Alors, ce que je vais essayer de faire maintenant, dans les quelques minutes qui restent, c'est... donc ça c'est a priori les outils, je ne vais pas les développer davantage, mais c'est les étapes qui permettent de faire le calcul de log z, qui est l'énergie libre. Alors maintenant, je vais essayer de vous montrer, parce qu'une bonne partie de mon intervention aujourd'hui, ça a été de parler des overlaps, des statistiques de ces overlaps, et donc je vais essayer de montrer comment on peut calculer les overlaps. Donc, jusqu'à présent, je vous ai parlé d'overlap de manière un peu vague, un peu floue. J'ai dit, voilà, il y a des vallées, ce n'est pas forcément évident de définir ce que sont ces vallées, et je vous ai dit, si on utilise cette théorie de Parisi, toutes ces statistiques de vallées vont être données par ces paramètres émis. Alors maintenant, comment on calcule ces overlaps ? Calcul des overlaps. Alors, la quantité la plus basique, c'était le P de Q dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, on essayait de... Donc, déjà, comment cette quantité est-elle définie précisément et comment on va la calculer ? Alors, plutôt que de calculer la moyenne sur le désordre de ce P de Q, je vous rappelle, le P de Q, typiquement, il a une forme avec des pics delta, comme ça. Puis quand on va le moyenner, par exemple, dans le cas du modèle de Sherrington-Kirkpatrick, ça c'était une des prédictions de Parisi, quand je moyenne sur le désordre, il est arrivé à une forme de ce genre. Quand on moyenne sur le désordre, les pics ils ont des hauteurs et des positions aléatoires, et à la fin, dans le cas de Sherrington-Kirkpatrick, il obtenait une distribution continue. Juste un mot à ce propos, ça c'est ce que prédit donc ce P de Q qu'a prédit Parisi dans cette théorie au début des années 80. Et en fait, il y a des travaux de Young qui a fait simplement des simulations
sur le modèle Sherrington-Kirkpatrick et il trouve quelque chose qui a cette forme. Peter Young en 83, je crois, il trouve quelque chose qui a cette forme. Et après, il augmente la taille du système. Il augmente la taille du système. Ici, ça baisse un peu. Là, ça se rétrécit. C'est un peu plus étroit. Et voilà. Et après, c'est très difficile de faire des systèmes très grands. Et donc, ça, c'est une justification numérique. Ça veut dire que c'est tout à fait plausible, cette théorie, du point de vue numérique. Mais à ce stade-là, ce n'est pas une preuve. Les preuves mathématiques sont évidemment arrivées plus tard. Bon. Donc, comment on peut essayer de calculer ce P de Q, moyenne sur le désordre? Bien, d'abord, la façon dont ils s'y sont pris, qui est peut-être plus simple, c'est de dire, au lieu d'avoir P de Q, je vais essayer de calculer E puissance YQ, donc une espèce de fonction génératrice de ces overlaps. Bon. Et ça, alors ça veut dire que la définition précise de cette chose-là, ça va être la chose suivante, ça va être dire, je prends une paire de configurations. Bon, il y a un overlap entre... Donc je regarde deux copies du même système. Il y a un certain overlap entre ces paires de configurations. Et la probabilité... L'expression de ceci, alors peut-être avant de prendre la moyenne, si vous voulez, pour un système... pour une réalisation du désordre, moins bêta E de C, moins bêta E de C' sur Z2. Puisque la probabilité que le système se trouve dans la configuration C, c'est puissance moins bêta E sur Z, là, C', et là, c'est l'overlap. Donc ça, c'est la définition précise de cette quantité-là. Et maintenant, si je veux moyenner sur le désordre, il va falloir que je moyenne toute cette chose. Bon. Alors, pour moyenner cette chose, il y a à nouveau la méthode des répliques qui consiste à dire j'ai envie de ça, je vais prendre n copies du même système, somme sur C1, somme sur C2, somme sur Cn de E puissance Y Q de C1, C2, et puis moins bêta E de C1, moins bêta E de Cn. J'essaye de calculer quelque chose comme ça, et vous voyez que c'est un peu particulier ce qui se passe pour les configurations 1 et 2, parce qu'elles sont un peu affectées par ce terme, mais la configuration 3, 4, etc., eh bien, elles ne sont pas affectées, donc ceci, c'est pareil que somme sur C1, somme sur C2, essentiellement la même chose que ce qui est ici, et puissance YQ de C1, C2, et puissance moins bêta E de C1, moins bêta E de C2, fois Z puissance n-2, puisque la somme sur la troisième, etc. Donc, si je veux faire un calcul de cette quantité-là, je peux dire, je vais prendre n répliques. Donc, si n vaut 3, 4, 5, etc., c'est des sommes. Je vais arriver à écrire mes formules sous la forme qui est là-bas. Tant que le n sera entier, ça ne posera pas de problème. Et à la fin de mon calcul, je prends n tend vers 0. Si je fais n tend vers 0, ça me fabrique mon Z2 qui est là. Et j'ai fait mon calcul. Donc l'idée, c'est de dire, essayons de faire le calcul ici avec ce terme supplémentaire. On rentre la matrice de Parisi pour ce système. On rentre ça là-dedans. Alors, c'est toujours le même genre de calcul. Si vous voulez QAB petit, vous pouvez faire toutes ces choses. Et quand vous faites ce calcul, ça va vous permettre de calculer cette fonction. Alors, quand vous faites ce calcul, je ne vais pas rentrer dans les grands détails, mais essentiellement, ce qui s'est passé, c'est que pour les
C3, C4, etc., bon, bah, rien n'est changé. Donc vous avez une certaine matrice QAB qui va être exactement la même, sauf qu'il y a juste le Q12 qui va être remplacé par Q12 plus Y sur N. Donc en gros, vous refaites votre calcul là-bas, sauf qu'il y a une matrice qui est un tout petit peu modifiée, où il y a des éléments qui est changé en Y sur N. Vous faites le calcul, et ça, donc vous allez trouver les choses en fonction des MI, des QI, comme tout à l'heure. Bon, je ne rentre pas du tout dans tous ces détails, mais qui sont pas compliqués, techniquement, ce n'est pas très compliqué, et ça va vous donner les overlaps en fonction des paramètres de la matrice de Parisi. Alors, juste pour conclure, en fait, je vais vous dire, enfin, vous pouvez le faire comme exercice si vous voulez, c'est que au départ, la matrice de Parisi, elle contient les MI et les QI. Donc, mettons que K vaut 3, ben vous avez 6 nombres, M1, M2, M3, et puis Q0 ou 7 nombres, je ne sais pas. Enfin, vous avez un petit nombre de paramètres dans les mains. Bon, et ce que j'ai essayé de vous montrer, enfin, au début, c'est que toutes les propriétés statistiques peuvent s'exprimer en fonction des MI et des QI. Le P de Q, on l'a écrit, quand il y en a 3, on l'a écrit, etc. Bon, alors, je vous laisse faire un exercice, si vous voulez, c'est de dire, par exemple, je veux calculer, je vais écrire la formule quand même qui correspond, je veux calculer Q de CC', puissance P, fois Q de C secondes, voilà, et je veux moyenner ça. Donc, ça veut dire, je prends 3 copies, et puis voilà, je veux calculer cette quantité. Donc, donc ça serait plutôt, il faudrait mettre une moyenne thermique, hein, puisque tout à l'heure, quand j'ai mis ces poids de Boltzmann, il y avait une moyenne thermique. Donc, je mets une moyenne thermique et je veux calculer ces quantités. Et le résultat, il va être le suivant. Quand vous prenez la matrice de Parisi, il vaut n-1, donc tout ça va s'exprimer avec des MI et des QI, tout ça. Bon, ce n'est pas très compliqué, il faut suivre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ben, ça va s'écrire sous la forme Q de CC' puissance P, Q, alors comme maintenant ils sont séparés, Q de CC' puissance R, hein, je ne mets pas Q secondes, puisque quand c'est séparé, peu importe, et plus, moins 1 sur n-1, Q de CC' puissance R plus P. Donc, si vous voulez, ça peut être un exercice de dire, voilà, essayez de calculer cette quantité-là. Vous essayez de calculer cette quantité-là, et vous trouvez que c'est relié à d'autres corrélations. Et la raison, enfin, dans le cadre de la théorie de Parisi, la raison, elle n'est pas très compliquée, c'est que tout ne dépend que de ces paramètres. Donc, je pourrais fabriquer autant de moments que je veux, à la fin, ces paramètres vont être cachés dedans. Donc, c'est une façon de le voir. Alors ça, c'est des relations du type Ghirlanda-Guerra. Et donc, c'est des prédictions de la théorie de Parisi, et Ghirlanda et Guerra, ils l'ont obtenu sans réplique. Ils ont réussi à le faire sans réplique, et l'idée qu'il y a derrière, c'est une idée que j'avais mentionnée. En fait, souvent, chez Guerra, c'est quelque chose qui a été utilisé plusieurs fois, c'est les intégrations par partie. En faisant des intégrations par partie sur le désordre, ils arrivent à trouver des relations de ce genre. Alors, il y en a beaucoup, je n'ai pas écrit le cas général, mais c'est des formules de ce genre. J'espère que enfin, c'est des formules de ce genre, sauf que je me suis trompé, et qu'ici, ce n'est pas n-1, mais c'est n-2. Voilà, ben, je m'arrête là, je vous remercie beaucoup.